Forum économique Mali-Algérie tient en marge de la réunion des experts de la grande commission mixte. Les opérateurs économiques des deux pays échangent sur les opportunités d'investissement au Mali. La Grande Muette se décide de parler à haute et intelligible voix, une première à la faveur d'un symposium et dans le cadre de sa restructuration. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le communiqué des conseils des ministres, qui s'est réuni aujourd'hui en session ordinaire sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahima Djombili dans ce studio avec moi. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Essata Ibrahim Maïga. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu une communication. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester sur notre chaîne. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Au titre du ministère de l'économie numérique et de la communication sur le rapport du ministre de l'économie numérique et de la communication, porte-parole du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi d'orientation de la société de l'information. Le projet de loi portant loi d'orientation de la société de l'information fixe les bases juridiques, institutionnelles et éthiques de la société de l'information au Mali. Il vise à doter notre pays d'un cadre cohérent de développement des technologies de l'information et de la communication. Il définit les principes fondamentaux qui régissent la société de l'information, notamment les principes d'intégration, de liberté, de sécurité, de neutralité technologique, de pluralisme et de responsabilité. Il détermine les droits et les responsabilités de l'État, des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile dans le cadre de la réalisation de la société de l'information. Le projet de loi adopté détermine également les stratégies et les modalités de financement de la société de l'information pour un développement durable, la modernisation de l'État et l'amélioration de la gouvernance. Il constituera la référence de base des lois et règlements relatifs à la société de l'information au Mali et contribuera à réduire les risques de contradiction entre les éléments de ce cadre juridique. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture de clôture de la campagne électorale à l'occasion d'une élection législative partielle dans la circonscription électorale de Mopti. Le décès des députés élus dans la circonscription électorale de Mopti a provoqué la vacance du poste et ouvert la voie à l'organisation d'une élection législative partielle dans la dite circonscription. Au terme du présent projet de décret, le collège électoral est convoqué le lundi 2 janvier 2017 à l'effet de procéder à l'élection d'un député dans la circonscription électorale de Mopti. Le second tour du scrutin aura lieu le lundi 23 janvier 2017 si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. La campagne électorale à l'occasion du premier tour de l'élection est ouverte le lundi 12 décembre 2016 à 0h. Elle est close le samedi 30 décembre 2016 à minuit. La campagne électorale à l'occasion du second tour est ouverte le jour suivant la proclamation définitive des résultats du premier tour. Elle est close le samedi 21 janvier 2017 à minuit. Au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2016-2018. Le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2016-2018 a été examiné par le Conseil des ministres du 27 avril 2016. Il vise à promouvoir l'activité du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2016-2018 participe en particulier de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le présent projet de décret consacre son adoption formelle conformément au décret du 15 février 2016 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre des documents de politique nationale.
au titre du ministère de l'économie numérique et de la communication. Sur le rapport du ministre de l'économie numérique et de la communication, porte-parole du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités de contribution, le taux des contributions et les opérateurs astreints au financement du fonds d'accès universel. Dans le cadre de la promotion du service ou de l'accès universel aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, l'agence de gestion du fonds d'accès universel a été créée en janvier 2016. Le présent projet de décret est adopté pour fixer les modalités de contribution, le taux et les modes de gestion et pour déterminer les opérateurs et autres fournisseurs de services de télécommunications astreints au financement du fonds d'accès universel conformément à l'ordonnance du 20 septembre 2011 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Il détermine notamment les taux de contribution, les modes de paiement et de gestion de la part de la redevance de régulation destinée au financement de l'accès ou du service universel. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, sur le rapport du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme SDU de la ville de Bankoumana et environ 2016-2035. La ville de Bankoumana, chef-lieu de la commune rurale du même nom, a une superficie de 288,6 hectares environ. Le développement spatial et l'ampleur des activités de cette ville ont rendu nécessaire l'élaboration des documents de planification en vue de permettre son développement harmonieux à court, moyen et long terme. Le présent schéma directeur d'urbanisme est adopté dans ce sens. Il fixe les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement du territoire de la ville de Bankoumana et ses environs pour la période 2016-2035. Il définit en outre les principes d'organisation de l'agglomération en matière d'habitat, d'activités, de voirie, des réseaux divers et de grands équipements, y compris le traitement des problèmes environnementaux. Le coût estimatif des actions prioritaires pour la mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Bankoumana est évalué à 152 125 000 francs CFA, dont le financement sera assuré par l'État et la commune rurale de Bankoumana. Au titre du ministère du Travail et de la Fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique des directions régionales et des délégations locales du cercle du contrôle financier. La Direction nationale du contrôle financier est un service central créé en mars 2016 et est chargé d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de contrôle financier et de participer à sa mise en œuvre. Elle est représentée au niveau des concentrés par des directions régionales et des délégations locales de cercle. Le présent projet adopté identifie pour les 5 prochaines années les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services déconcentrés du contrôle financier afin de permettre de mieux faire face à leurs missions en matière de gestion des finances publiques. 2. Un projet de décret fixant le cadre de la direction des finances et du matériel du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. La direction des finances et du matériel d'un département ministériel a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics relevant de ce ministère. L'adoption du présent projet de décret vise à doter pour les 5 prochaines années la direction des finances et du matériel du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne en personnel nécessaire à la mise en œuvre de ces missions. Au titre du ministère de l'aménagement du territoire et de la population, sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la politique nationale d'aménagement du territoire et le plan d'action 2016-2020 de l'aménagement du territoire. La politique nationale d'aménagement du territoire assortie d'un plan d'action 2016-2020 a été examiné par le Conseil des ministres du 10 août 2016. La mise en œuvre des actions de cette politique nationale contribue notamment au développement équilibré de l'ensemble du territoire national. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 15 février 2016 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation et des mises en œuvre des documents de politique.
Elle consacre l'étape finale du processus d'adoption de la politique nationale d'aménagement du territoire et de son plan d'action 2007-2020 et autorise sa mise en œuvre. Au titre du ministère de la Culture, sur le rapport du ministre de la Culture, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière de culture. La loi du 7 février 2012, modifiée, portant Code des collectivités territoriales à la République du Mali, autorise les organes délibérants des collectivités territoriales à régler par délibération les affaires de leur ressort territorial en matière de développement économique, social et culturel. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre et fixe le détail des compétences de la commune, du cercle, de la région et du district de Bamako en matière de culture. Il précise l'appui conseil que les services centraux et déconcentrés du ministère de la Culture doivent apporter aux collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre des compétences ainsi transférées. L'effectivité de ces mesures contribue à une meilleure prise en compte des politiques nationales en matière de culture dans les plans de développement des communes, des cercles, des régions et du district de Bamako. Au titre du ministère des Sports, sur le rapport du ministre des Sports, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant dénomination d'infrastructures sportives. Le projet de décret adopté consacre respectivement pour les stades et les salles les dénominations suivantes. Stade de Bougouni, donc, stade Moussa Diakité dit UTA de Bougouni, stade de Koutiala, stade de Sidiki Ouattara de Koutiala, stade de San, stade Marcel Dako de San, salle de basket du 26 mars de Bamako, salle Abdallah Mahaman Aydara, palais des sports 6 Amdallah AC 2000, palais des sports Salamatou Maïga. Les dénominations retenues sont issues d'un processus participatif qui a impliqué l'ensemble des acteurs concentrés. Le choix des personnes retenues se justifie en particulier par leur participation remarquable à la pratique ou au développement du sport au Mali. Au chapitre des communications écrites au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au rapport 2014 sur l'état de l'environnement au Mali. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la politique nationale de l'environnement adoptée en 1998, l'état de l'environnement doit périodiquement faire l'objet d'un rapport. Le présent rapport est élaboré dans ce cadre. Il se présente comme un outil d'information et d'aide à la prise de décision en matière de gestion de l'environnement. Il présente l'état de l'environnement au Mali pour la période de 2012 à 2014. Il dresse une analyse des ressources forestières, fauniques et halieutiques, des sols, de l'air, des ressources en eau, du cadre de vie ainsi que de la gouvernance environnementale. Il formule des recommandations pour la réalisation d'une vision de développement durable qui intègre les composantes humaines, économiques et environnementales. La mise en œuvre des recommandations du rapport 2014 sur l'état de l'environnement au Mali contribue au renforcement des mesures de protection de l'environnement dans notre pays. C'est après Maïga, ce sera tout pour ce soir et bonne suite de journal. Merci beaucoup Ibrahima Diombele. Nous poursuivons avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu ce soir le professeur Alain Deloche, fondateur de la chaîne de l'espoir. Il est venu exposer au chef de l'État son projet pour les enfants malades du cœur. Il s'agit de l'unité de chirurgie cardiopédiatrie dont la première pierre a été posée hier à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg. L'unité de chirurgie André Festock, qui sera opérationnelle dans un an, prendra en charge les milliers d'enfants maliens malades du cœur et coûtera 1,3 milliard de francs CFA. Le projet bénéficie déjà du soutien du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'Assemblée nationale s'est dotée hier des nouveaux bureaux de consensus. La liste proposée a été entérinée par 119 voix
contre 14. Ainsi, 10 postes de vice-président et 10 de secrétaires ont été pourvus. Le RPM détient 5 postes de vice-président et 4 postes de secrétaire parlementaire. Le reste étant reparti entre l'APM, l'ADEMA et le groupe VRD. Le groupe ADP Maliba Sadi détient un seul poste de secrétaire parlementaire. Les 12 commissions parlementaires ont été également mises en place. Le compte-rendu de tous ces détails avec Alousseni Touré. L'honorable Moussa Tembine du RPM devient la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. Il remplace à ce poste l'honorable Mahamadou Tunkara qui aura détenu le poste dès le début de la mandature. Suivent dans l'ordre Adi Nyangado de l'APM, Amadou Sissé du groupe VRD, Ahmada Soukouna de l'ADEMA, Aïcha Belko Maïga, Bajan Ag Amatou et Oumar Traoré du RPM, Cheikh Tahara Nimaga de l'APM, Abdul Jalil Aïdara du RPM et Abouakar Ba de l'APM. La questure n'a pas changé de main, elle est détenue par l'honorable Mamadou Diarasouba, secondé par l'honorable Belkoba. Enfin, 10 secrétaires parlementaires complètent le bureau de l'Assemblée nationale. Ici, c'est une femme qui figure en tête en la personne de l'honorable Maïmouna Dramé du RPM. Brahima Beridogo du groupe VRD est le deuxième secrétaire parlementaire. Suivent dans l'ordre Aziza Mint Mohamed de l'ADEMA, Roukia Traoré du RPM, Djibril Diara de l'APM, Aïssata Haïdara du RPM, Amadou Djep Kile de l'ADEMA, Ibrahim Amadou Diko du RPM, Boubacar Maïga du groupe VRD et Amadou Araba Doumbia de l'APM Maliba Sadi. Les 11 commissions générales et la commission de contrôle ont été mises en place. Les commissions générales s'occupent chacune d'un domaine spécifique, alors que la commission de contrôle s'occupe des questions financières et comptables de l'Assemblée nationale. La commission de contrôle est toujours gérée par l'opposition. Chaque commission comporte un président, un vice-président et un rapporteur. À l'issue de la mise en place de ce nouveau bureau, Alousseni Touré a approché quelques parlementaires. Les avis sont naturellement mitigés, mais ils traduisent aussi la diversité des courants dans l'hémicycle. Nous les écoutons. On a pu mettre un bureau dans la plus grande entente et aujourd'hui les camarades ont jugé bon de me désigner comme premier vice-président. Je ne peux que les remercier et les saluer pour cette marque de confiance et rassurer les uns et les autres que je ferai tout ce qui est de mon possible pour que l'Assemblée nationale puisse au mieux répondre aux aspirations profondes de l'ensemble de la population malienne. La mise en place des bureaux, il y a toujours des frustrations. Au niveau de notre règlement intérieur, il est demandé de s'efforcer d'assurer une représentation équitable des groupes politiques. Si tel n'a pas été le cas par aventure, c'est des situations qu'il faudrait corriger par la suite et créer un climat sain au niveau de l'Assemblée. Contrairement à ce que les gens pensent, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Et tous les groupes sont d'accord qu'on aille en consensus et nous avons mis le bureau dans le plus grand entente. Conformément à l'article 11 de notre règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas. Alors nous tenons à le souligner et nous avons pris acte de ce que la majorité présidentielle a décidé. C'est tout simplement une exclusion. Cette année, quand même, il faut féliciter les camarades députés. Bien que bon, il y a eu quelques moments d'hésitation, mais tout s'est très bien passé. On n'a pratiquement pris qu'une seule journée pour mettre les bureaux en place et je crois que ça, c'est une très bonne chose. La COP22 démarre le 7 novembre prochain au Maroc. Notre pays, à travers le chef de l'État, prendra part aux travaux. Ce rendez-vous du climat est la suite logique de la COP21 tenue en France l'an passé. À la veille de l'événement, une conférence de presse a été animée par notre compatriote Seyni Nafo. Il est le président du groupe des négociateurs africains sur le changement climatique. Nyanya Aliou Traoré était à la conférence. Un an après Paris, les chefs d'État et de gouvernement se donnent rendez-vous au Maroc. C'est à la faveur de la COP22, cette grande messe du climat. L'enjeu principal de la COP, c'est déjà la gestion de l'entrée en vigueur de la COP. À Paris, nous avons obtenu un accord historique. Il se fait que l'accord entre en vigueur dans quelques jours, le 4 novembre. Le premier enjeu, c'est comment commencer à développer les règles, les procédures de cet accord en ayant un processus qui soit inclusif. Marrakech
Marrakech sera pour quelques jours la capitale du monde. Des négociations et des discussions seront faites et surtout des directives seront prises afin d'amoindrir les conséquences des changements climatiques sur le quotidien des hommes. Le Mali aura l'honneur et le privilège de conduire dans les négociations l'Afrique. Donc ça, c'est d'abord notre première priorité. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est un continent qui est avec des intérêts très divers. La seconde priorité, c'est le financement pour l'adaptation. Et le dernier point, le cadre de transparence. Pour rappel, la COP21 à Paris a enregistré l'appel du président de la République pour le fleuve Niger. À la COP21, le Mali a eu l'honneur, notamment en la personne du Premier ministre Kaïdama, d'être l'ambassadrice de l'agence du bassin du Niger. Et donc un plan climat a été présenté d'à peu près 3,2 milliards de dollars et le Mali sera le premier pays bénéficiaire d'un financement de 50 millions de dollars. Autre défi majeur à relever pour les pays africains, c'est la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Notre continent doit absolument se stabiliser au moins à 2,5% d'émissions afin de garantir des jours plus heureux aux populations dans un environnement en pleine mutation climatique. Forum économique Mali-Algérie, ça se tient en marge de la réunion des experts de la grande commission mixte. Les opérateurs économiques des deux pays échangent sur les opportunités d'investissement dans notre pays. La rencontre de 2 jours se déroule à l'hôtel Radisson Blu. Le compte-rendu de Sirabachili. Le Mali ouvre ses portes d'investissement à l'Algérie. Opérateurs économiques algériens et maliens font le point des secteurs porteurs pour d'éventuels investissements dans différents domaines. Les chefs d'entreprise des deux pays souhaitent ainsi donner un nouvel élan à la coopération Mali-Algérie. Nous avons de grosses entreprises en Algérie qui peuvent donc aller en partenariat avec les entreprises maliennes. Il y a même donc nous pouvons faire même un transfert de savoir-faire pour les homologues maliens. Il y a aussi dans les domaines de l'électroménager, nous avons des opérateurs qui sont ici présents, qui cherchent des partenaires pour la distribution des produits et aller dans une deuxième phase vers l'installation carrément ici au Mali. Les opportunités ont donc été présentées aux hommes d'affaires. Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, de l'agrobusiness et de l'élevage, domaines dans lesquels le Mali a d'énormes potentialités. Classé toujours dans le top 3 des producteurs de coton, le Mali en exporte plus qu'il n'en exploite. L'idée de ce forum est donc de favoriser l'industrialisation avant la commercialisation. Notre ambition globale pour le Mali aujourd'hui, c'est d'amener notre économie à sortir d'une prédominance commerciale, de commerce, vers l'industrie, vers la création de valeur. Pour cela, nous pouvons profiter de l'expérience algérienne parce qu'à leur niveau, ils ont quand même un niveau de développement industriel plus important que celui du Mali. Pour ce forum de 2 jours qui se déroule en rencontre B2B ou face à face, les opérateurs économiques sont accompagnés par les experts du ministère de la promotion des investissements, ceux du patronat, de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, en plus des spécialistes de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. Alors, la 12e session de la grande commission mixte Mali-Algérie est prévue pour demain. Elle est placée sous la coprésidence des premiers ministres algériens et maliens. Au menu des échanges, l'examen des moyens de renforcement de la coopération dans les secteurs économiques et sociaux. Le décryptage de Sidiki Dambélé en prélude à l'événement. C'est une grande commission mixte de tous les espoirs. Algériens et Maliens vont, à travers cette 12e session, renforcer davantage la coopération bilatérale dans bien des domaines. Elle sera en particulier l'occasion d'examiner et de signer 7 accords et conventions dans les secteurs du commerce, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, des transports, de la défense et sécurité, de l'agriculture, de l'élevage et j'en passe. Tous ces domaines ont une importance prépondérante pour les deux pays et bénéficient d'une attention particulière, nonobstant la crise sécuritaire qui affecte les régions du nord, frontalières de l'Algérie. Faut-il rappeler que l'Algérie et le Mali entretiennent une coopération de plusieurs années dans le domaine du renforcement des capacités des forces armées et de sécurité. Et à ce titre, il convient de souligner et de saluer le rôle combien primordial joué par l'Algérie dans les négociations et le
suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Rappelons que c'est l'Algérie qui a accueilli le processus de dialogue inclusif intermalien du 16 juillet 2014 au 5 juin 2015. La présence à Bamako du Premier ministre algérien Cheikh Abdelmalek Sellal pour co-présider cette 12e session de la Grande Commission mixte avec son homologue malien Modibo Keïta traduit donc l'exemplarité des relations entre les deux pays. Sur initiative de la GIZ, une réunion des experts de la CEDEAO pour la validation du programme régional de coopération transfrontalière 2017-2021 se tient à Bamako. La session de 4 jours va leur permettre de présenter le rapport final sur le sujet avant sa validation par les ministres en charge de l'intégration des pays de la communauté. Isaac Chienou pour plus de détails. Cette réunion des experts de la CEDEAO est axée sur l'amélioration du document du programme régional de coopération transfrontalière qui devra être validé par les ministres de la communauté. C'est un document qui permettra de renforcer l'intégration dans la sous-région. Le nouveau paradigme de la CEDEAO vise à passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples dans le cadre de la nouvelle vision. C'est ainsi que la CEDEAO a entrepris la conception d'un ambitieux programme de coopération transfrontalière qui s'appuie sur la réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des populations des communautés frontalières. L'Allemagne, à travers la GIZ, a injecté plus de 10 millions d'euros dans ce programme, et cela dans le souci du développement économique. La mise en œuvre de ces programmes nationaux et locaux a permis d'enregistrer d'énormes progrès, notamment dans le cadre des renforcements du cadre institutionnel, la réalisation des investissements et infrastructures à travers les initiatives de coopération transfrontalière et la sécurisation des espaces frontaliers. Le document en question pourra améliorer les conditions sécuritaires dans la sous-région. Ce document soumis à notre expertise aujourd'hui devra apporter une réponse adaptée aux nombreux défis et être en phase avec la dynamique locale, nationale et régionale et le nouveau plan d'action de la CEDEAO conformément à la volonté des plus hautes autorités de nos pays respectifs. À en croire le commissaire de la CEDEAO, le Mali est un exemple de volonté en matière d'intégration. La délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO a été la dernière étape de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale Abdoulaye Diop à Paris. En plus de s'enquérir des conditions de travail, il a apporté le soutien et l'encouragement du gouvernement malien à l'équipe sur place. Je vous propose d'écouter le ministre Abdoulaye Diop à la fin de sa visite au micro de Makanfin Konaté. Nous sommes venus rencontrer l'ambassadeur Oumar Keïta, qui est notre représentant auprès de l'UNESCO, mais aussi avec l'ensemble de ses collègues. D'abord pour leur signifier que nous apprécions le travail qui est fait ici et que nous voudrions les rassurer en tout cas du soutien du gouvernement et de l'ensemble des autorités maliennes au travail qui est fait ici. L'UNESCO est une organisation importante, particulièrement importante pour le Mali, dans cette phase de reconstruction et de relèvement d'une crise multidimensionnelle qui a affecté notre pays, qui a vu notre patrimoine culturel sérieusement endommagé. Il y a juste quelques semaines, il y a eu un procès important à La Haye qui a condamné un terroriste pour destruction de biens culturels. Sur toutes ces questions, sur la question aussi de radicalisation et des questions qui concernent vraiment la paix et la tolérance dans le monde, l'UNESCO a un rôle irremplaçable. Et nous voulons vraiment saisir cette occasion aussi pour encourager notre équipe ici à continuer le travail, vraiment rester actif au sein de l'UNESCO, faire en sorte que la voix du Mali soit toujours entendue à l'UNESCO. Madame Irina Bokova, qui est la directrice générale de cette organisation, est une grande amie du Mali. Elle prête une attention particulière au Mali. C'est pour toutes ces questions que nous trouvons que notre présence ici, elle est stratégique, elle est importante et elle mérite d'être chaque jour renforcée. À propos du préavis de grève illimité du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille à partir du 9 novembre prochain,
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique garde l'espoir d'arriver à un accord avec le syndicat. Je vous propose d'écouter le représentant du ministère, Salif Samake. Il est au micro de Nouhoun Sissoko. Cette grève prévue en illimité nous préoccupe à plus d'un titre, parce qu'il s'agit de la santé des populations. Et donc à ce titre-là, je pense que très rapidement, une commission de conciliation va s'atteler avec les parties prenantes à l'effet, en tout cas, de faire bouger les lignes. Parce que je pense qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup d'efforts sur des points pour avancer par rapport à l'avant de la grève dernière. Alors, nous ne sommes pas restés les bras croisés et beaucoup de travail a été fait. Et je pense qu'avec cette commission, on aura l'opportunité avec les parties prenantes de réexaminer ces points afin vraiment qu'on évolue vers un consensus. Je voudrais d'ailleurs saisir l'occasion pour encore saluer en tout cas tous ceux qui ont participé à ce processus de négociation et remercier également les syndicats pour leur disponibilité et aussi le dialogue franc qui a prévalu, et tout en comprenant que les syndicats sont dans leur rôle. Mais au regard en tout cas de tout l'impact que ça peut causer aux populations, nous leur demandons encore, nous allons faire des efforts, mais qu'ils fassent davantage aussi d'efforts pour que finalement on puisse vraiment arriver à un consensus. Premier symposium annuel des forces armées de terre. Jusqu'à demain, les cadres de l'armée de terre venus des différentes régions militaires aborderont plusieurs sujets sur les armes ou encore la formation. La rencontre entre dans le cadre de la restructuration de notre armée. Al-Jumatina. L'armée malienne, depuis la crise sécuritaire et institutionnelle de 2012, s'est engagée dans une restructuration visant à redéfinir le cadre législatif et réglementaire. Cette nouvelle vision de reconstitution de l'armée a abouti à une série d'actes administratifs dont la décision numéro 080 CMAT-CAB du 1er octobre 2016 portant instauration du symposium annuel des forces armées de terre SAFAT. Il s'agit d'un processus de réflexion et pour nous au niveau de l'armée de terre d'une remise en cause périodique. La loi d'orientation et de programmation militaire 2015-2019 adoptée par nos plus hautes autorités politiques en mars 2015 et en cours d'exécution est certainement une opportunité stratégique à optimiser. Premier du genre, le SAFAT va permettre aux participants de réfléchir et d'échanger sur les armes, les formations et les entraînements de l'armée de terre. Dans le cadre de la restriction de l'armée de terre, on va exclusivement vers des régiments d'armes, avec une nouvelle cartographie de son déploiement, y compris la création à terme de nouvelles régions militaires pour accompagner l'opérationnalisation des nouvelles régions administratives de Taodoni et Ménaka. Dans cette volonté d'évolution vers des régiments d'armes que nous voulons plus opérationnels et plus professionnels, il paraît impératif de révisiter les aptitudes, les caractéristiques et les capacités fondamentales de chacune des armes, surtout celles de mêlée, qui sont l'infanterie et l'arme blindée et cavalerie, ou encore d'appui, à savoir l'artillerie. C'est ainsi que durant 2 jours, les cadres de l'état-major de l'armée de terre, les délégués officiers de chaque arme venus des 8 régions militaires et certains anciens vont échanger et explorer toutes les pistes pouvant contribuer à la réussite de la restructuration de l'armée déjà en cours. Les gouvernorats du district de Bamako et de la région de Niamey viennent de boucler une série de rencontres à Bamako. Les échanges ont porté sur les opérations de libération des domaines publics en cours dans les 2 capitales. Les 2 délégations se sont réunies au gouvernorat du district aujourd'hui pour tirer le bilan de leurs travaux. Batraoré était de la rencontre. Les autorités des villes de Bamako et de Niamey ont engagé ces derniers temps des opérations de libération des domaines publics. Ce n'est donc pas une surprise que ce sujet soit au centre des échanges entre la délégation du gouverneur de la région de Niamey et les responsables du gouvernorat du district. Au cours des échanges, le gouvernorat du district de Bamako a fait le bilan des opérations de libération. Au total, 120 sites ont été libérés
et 4025 kiosques enlevés. C'est là avec un appui financier de 214 millions de francs CFA alloués par l'État. Les deux délégations ont exprimé leur satisfaction à l'issue de la série de rencontres. Au vu des nécessités qui s'imposent, les deux délégations félicitent et remercient les plus hautes autorités, en l'occurrence leur Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et Issoufou Mahamadou, pour leur engagement personnel dans ce processus de modernisation de nos capitales et sollicitent leur soutien permanent tout au long de l'opération. Les deux délégations félicitent Mme Sako Aminata Kane, gouverneur du district de Bamako, et Hamidou Garba Mamadou, gouverneur de la région de Niamey, pour leur engagement et leur détermination à poursuivre la libération des domaines publics non encore libérés. Les deux délégations se félicitent de cette heureuse initiative et souhaitent que la coopération entre les deux capitales, Bamako et Niamey, évolue vers le jumelage des deux villes. Des échanges de cadeaux pour le renforcement de la coopération entre les deux capitales Bamako et Niamey ont mis fin à ces rencontres d'amitié. À Ménaka, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali vient de procéder à une série d'inaugurations de bâtiments administratifs réhabilités et équipés. Ces joyaux viennent renforcer les capacités des services sociaux de base. Boubacar Babletouri. La région de Ménaka, nouvellement créée, vient de bénéficier d'une opération de réhabilitation et d'équipement de certains services de l'État. Une initiative de la MINUSMA qui a concerné pour cette phase le palais de la justice, le camp de la gendarmerie, le commissariat de police, la préfecture, la maison d'arrêt, le stade municipal et la radio communautaire. Nous sommes venus ici inaugurer un certain nombre d'édifices pour mieux asseoir l'administration au niveau de Ménaka, parce qu'il n'y a que l'administration, à côté de l'administré, qui peut, à mon avis, garantir un peu aux citoyens qu'il est sécurisé et qu'il doit contribuer à la paix. Un geste de la mission onusienne fortement apprécié par les populations de Ménaka, qui voient en cela un retour progressif de la paix et de la stabilité. Nous voudrions quitter le conjoncturel ou l'urgence pour passer au structurel et au programme de développement à long terme et qui ont un impact intégré sur les activités socioproductives de la région de Ménaka. C'est pour vous dire, Monsieur le Secrétaire général, que nous plaçons un gros espoir pour nous aider à décoller après 4 années de balbutiement et de recherche de nos voies. Au plan sécuritaire, l'occasion était opportune pour le patron de la MINUSMA d'annoncer l'arrivée très prochaine d'autres contingents pour renforcer les troupes nigériennes déjà présentes à Ménaka. Le ministère de l'Énergie et de l'Eau, à travers la Madère, vient d'offrir des réchauds à gaz à 500 aides ménagères. Objectif, accroître leurs connaissances en matière d'utilisation de l'instrument. Aïssata Sali Omega. Ce sont au total 500 aides ménagères qui viennent de recevoir des réchauds à gaz. Cette initiative du ministère de l'Énergie et de l'Eau à travers la Madère vise à réduire les multiples accidents liés à l'utilisation du gaz butane dans nos foyers. La formation de 500 aides ménagères du district de Bamako. Et c'est là, dans toutes les 6 communes, est la première partie d'un vaste programme de formation de 2000 aides ménagères à travers tout le pays. Ce programme de formation, couplé à une large campagne de vente promotionnelle de 55 000 réchauds au Mali, est l'une des actions urgentes et concrètes mises en œuvre pour faire reculer la barrière de la peur liée à l'utilisation du gaz butane. Par ces gestes, les opérateurs gaziers entendent promouvoir le secteur en mettant sur le marché malien plus de 50 000 réchauds à gaz. Aujourd'hui, malgré les résultats positifs atteints, l'apport des combustibles de substitution demeure encore marginal dans la satisfaction des besoins énergétiques des populations du Mali. En ce qui concerne le gaz butane, combustible leader de substitution au bois et au charbon de bois, la consommation reste encore relativement faible malgré la subvention que l'État accorde au gaz domestique. Il est à noter que ce vaste programme de formation des aides ménagères concernera 1500 autres à travers tous les pays. L'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako a ouvert sa 3e édition du diplôme d'université de drépanocytose à la faculté d'odontostomatologie. La formation de 2 semaines réunit une vingtaine de participants du Mali
et de l'Afrique. Le compte-rendu de Adama Koulibaly. L'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako USDB est depuis 3 ans ouverte au Mali. Un établissement qui forme des médecins assez spécialisés dans la prise en charge des malades de la drépanocytose. Depuis 3 ans, l'établissement reçoit des médecins venant de différents pays et des grands hôpitaux de notre pays. L'enseignement du diplôme d'université de drépanocytose de l'USDTB est ouvert aux praticiens du Mali, de la sous-région africaine et de Madagascar. Il est animé depuis sa création par des enseignants-chercheurs de l'USDTB de Bamako, du Burkina Faso, du Sénégal, de la France. L'édition qui s'ouvre va réunir des médecins du Burkina, du Tchad, du Sénégal, de la Mauritanie, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de Madagascar, du Niger et du Mali, pays hôte du siège de l'université USDB. La formation est validée lorsque l'apprenant a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'évaluation. Le diplôme est délivré sous le sceau de l'université comme son nom l'indique. Cet enseignement spécialisé a pour but de donner à des médecins généralistes et spécialistes et internes en médecine des compétences pour faire un dépistage et un diagnostic correct de la drépanocytose, ainsi qu'une prise en charge adéquate des complications drépanocytaires. La formation dure 2 semaines. Dans le cadre du programme de parrainage scolaire des enfants en situation difficile 2016-2017 qui a pour objectif global d'inscrire et de réinscrire 3500 enfants en situation difficile, l'association Open Mali a sélectionné et inscrit 170 enfants à Koula dans le cercle de Koulikoro le samedi 29 octobre. Open Mali s'est rendu avec une forte délégation composée de jeunes pour une remise de kits scolaires à ces enfants en situation difficile. Le président du bureau central de Open Mali, Louis Cheikh Sissoko, a insisté sur la scolarisation des filles et a rassuré quant à la pérennisation de cette initiative. L'Académie des sciences du Mali vient de voir le jour. C'est à l'issue de l'Assemblée constitutive qui a mis en place un bureau de 9 membres dirigé par Abdelkader Koumaré. L'institution entend s'impliquer dans toutes les questions de développement socio-économique du Mali à travers la recherche et la production de connaissances. Youssouf Diakité. Le Mali a désormais une académie des sciences. L'organisation vient de voir le jour à l'issue des travaux de l'Assemblée constitutive. La dite académie entend s'atteler aux questions de développement à partir des résultats des recherches que les responsables vont produire. Le président nouvellement élu a une idée claire de ce qu'il entend faire. C'est une organisation scientifique, transversale, qui essaie de regrouper tous les domaines des sciences, des arts et de la culture. Il va étudier transversalement les principaux problèmes du Mali. Le défi majeur, c'est effectivement le soutien de tous les scientifiques du Mali et le soutien du gouvernement du Mali. Nous allons soutenir le gouvernement du Mali en suscitant et en coordonnant de façon transversale les activités de recherche, les activités artistiques et culturelles. Il a été démontré sur le plan international dans le monde entier que le développement de la science entraîne un développement inéluctable de l'économie du pays. Le bureau qui vient d'être mis en place est composé de 9 membres, formés de professeurs dans les domaines de développement qui intéressent la vie de la nation. Il s'agit par exemple de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, pour ne citer que ces domaines. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Safar ou Domba Makonokalo n'a été aperçu le lundi 31 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Safar ou Domba Makonokalo a débuté au Mali ce mercredi 2 novembre. Et l'association Code Lanton, qui a remis un trophée au ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Asdiallo. Le geste récompense les efforts du chef du département pour la bonne organisation du Hajj 2016. L'association Code Lanton œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, demain à 18h20.